Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Aujourd'hui, nous recevons en studio M. Ludovic Beauregard, commissaire en économie circulaire à la Société de développement économique de la région de Thetford, afin de nous entretenir avec lui de divers sujets, tout particulièrement de son rôle au sein de la SDE, du comité du Gré ouvert, de la conception et de la mise en œuvre du plan stratégique RMA Horizon 2040 et de la formation Homo economicus. Bonjour Ludovic. Bonjour. Ça va bien? Oui, beaucoup d'attentes envers moi aujourd'hui. Oui, quand même, plusieurs sujets à aborder. En premier lieu, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l'économie circulaire? J'étais certain que cette question-là allait venir. Puis, tu sais, c'est quand même assez vaste. Là. Il y en a qui disent, bon, il y a 5 principes, 7 principes. Fait que là, je me suis dit, je vais commencer ça avec une belle définition que j'ai créée pour vous. Yeah. Donc, l'économie circulaire, c'est un modèle économique qui vise à minimiser le gaspillage en réutilisant, réparant, recyclant et valorisant les ressources pour prolonger leur cycle de vie. L'objectif est de créer un système durable en boucle fermée, réduisant l'impact environnemental et stimulant l'innovation. En gros, je pense que ça l'explique bien ce que c'est. Puis nous, présentement, avec le projet du Gré ouvert, on va beaucoup se concentrer dans la revalorisation. OK. Quel est le rôle d'un commissaire en économie circulaire? Bien, plusieurs rôles. Mon rôle à moi, dans la MRC, à la SDE, il y a 2 volets. Il y a de coordonner la démarche du comité du Gré ouvert qui va nous amener à la création d'un plan stratégique pour 2040, puis un rôle d'accompagnement pour les entreprises qui vont vouloir revaloriser ou éventuellement faire plusieurs projets d'économie circulaire. Fait que vraiment, coordonner la démarche puis accompagner les entreprises, c'est les 2 axes du rôle du commissaire en économie circulaire à la SDE et à la MRC. OK. Je trouvais que c'était important de parler de l'économie circulaire et de bien définir ce que c'était, finalement. Vous occupez donc un tout nouveau poste à la SDE. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce poste? On s'est rendu compte souvent quand on crée des postes ou on crée une business ou on crée quelque chose, c'est qu'il y a un besoin. Ouais. On s'est rendu compte qu'il y avait un énorme besoin dans la région. J'aime pas dire chef d'orchestre, là, parce que je trouve que c'est gros. C'est beaucoup plus une coordination entre les acteurs puis les actifs stratégiques de l'écosystème. Donc, on voyait que les gens étaient ouverts à développer la filière économie circulaire dans la région. Tout le monde répondait présent, mais les gens sont trop occupés pour se réunir puis coordonner des actions concertées. Okay. Donc, la SDE et la MRC, en collaboration avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ont décidé de créer une ressource, un poste, afin de chapeauter cet écosystème-là puis s'assurer que le lien se fasse entre chaque acteur. OK, je comprends très bien. Oui, de l'importance que ça a aussi. Quels sont les principaux dossiers auxquels vous vous consacrez présentement? Il y en a plusieurs. Comme je disais, le comité du Gré ouvert. Donc, un des dossiers a été de créer ce comité-là. Avant de le créer, pour être certain que le comité soit composé de personnes choisies stratégiquement pour la filière revalorisation, il a fallu faire un travail d'identification des actifs stratégiques de la région. Donc, en amont, il y a eu une trentaine d'interviews qui ont été faites en collaboration avec la firme Coboom. Puis ces entrevues-là avec des questionnaires semi-dirigés. C'est ça, comme je dis, on a rencontré environ 30-35 personnes, des entrevues d'1h30. Puis, une fois ces entrevues-là faites, une fois les actifs stratégiques identifiés, mais là, on a soigneusement choisi les personnes qui vont à elles seules, toucher l'ensemble de près ou de loin des actifs stratégiques de la région. Donc, première chose, c'est de coordonner ce comité-là. Donc, un des dossiers sur lequel je travaille, c'est ça. Ce comité-là, une de ses missions est de créer le plan stratégique pour la MRC. Donc, un autre de mes dossiers, c'est de suivre, de stimuler, puis d'accompagner le comité afin qu'éventuellement, en automne, on puisse déposer le plan stratégique revalorisation pour la MRC. Un autre dossier, on est un facilitateur dans le comité du Gré ouvert pour toutes les entreprises qui voudraient soit faire de la valorisation des résidus miniers, soit on va parler de réhabilitation de terrain, comme par exemple, on a des terrains miniers. Moi, je dis souvent que c'est des terrains de jeu. Donc, on a des terrains avec des bâtiments qui sont toujours utilisables. Donc, ça va être de développer ces terrains-là, donc accompagner des entreprises qui voudraient
développer les terrains, développer les bâtiments, développer des énergies renouvelables, développer des technologies de valorisation. Donc, ça, c'est un autre dossier plus largement que je m'occupe. OK. Du gris ouvert, on a déjà parlé, ça a quand même été lancé récemment. Ouais. En quoi ça consiste exactement? Bien, comme je disais, ça consiste en regroupant les acteurs qui représentent les actifs stratégiques de la région. Peut-être tantôt, je pourrais vous expliquer un peu plus c'est quoi les actifs stratégiques. Donc, le but du comité, c'est de chapeauter puis de créer le plan stratégique 2040 pour le dossier valorisation. Okay. Justement, quels sont les côtés... On parlait des acteurs stratégiques. Ça consiste en quoi? OK. Mais un actif stratégique, c'est... Quand on parle d'écosystème, c'est un peu... On peut faire un parallèle avec un écosystème marin. C'est techniquement dans des rocailles, là, il va y avoir toutes les espèces de poissons ou les plantes, ils ont toutes une interaction entre eux, puis il se crée un écosystème. Bon, mais dans la région, on a ça. Quand je dis actif stratégique, je parle le train. Le train qui s'en vient dans la région, c'est un actif stratégique majeur. Ça va nous permettre de développer des énergies renouvelables parce que les éoliennes, parce que le matériel pour faire l'énergie solaire, parce que le matériel pour faire des stations de turbinage, je vous en parlerai plus tard, va être transporté en train. C'est tous des équipements qui sont lourds, oversize qu'on appelle. Donc ça va être utile pour apporter ces technologies-là. On a le transport des résidus miniers. On ne peut pas le faire techniquement sur la route, c'est beaucoup plus compliqué. Donc le faire sur un train, ça devient un actif stratégique pour la région. Le train peut éventuellement se développer pour faire du tourisme, du train touristique, ou même passager. Donc, ça devient un actif stratégique. Donc, ça, c'est un des actifs stratégiques. Un autre actif stratégique, puis là, je n'y passerai pas toutes parce qu'on est au-dessus d'une trentaine. Plusieurs, exactement. Si on se concentre sur la filière à valorisation, le fait de posséder sur le territoire les haldes minières, les tas de mines, la matière première, les minéraux critiques stratégiques, mais ça nous différencie d'autres régions parce que c'est unique au Québec, c'est unique à plusieurs endroits dans le monde, d'avoir des actifs stratégiques comme ça sur notre territoire. Des minéraux critiques stratégiques, désolé, en plus qui sont déjà sortis de terre. On n'a pas besoin de creuser pour aller les chercher. Puis quand je dis minéraux critiques stratégiques, c'est dans les haldes minières, on a du cobalt, on a du nickel, on a de la silice, on a du magnésium. Tous des minerais ou des minéraux critiques stratégiques qui sont fortement en demande présentement. Donc, ça va nous permettre d'avoir un levier, que ce soit régionalement, mais plus largement, provincialement ou pour le Canada, envers d'autres pays. Tout le monde est à la course un peu à la recherche de ces minéraux-là. Donc ça, c'est un actif stratégique également. Le savoir minier dans la région. Le passif minier de la région, ça fait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont énormément de connaissances dans le domaine minier. On a une acceptabilité sociale forte dans le domaine minier. Ça, c'est tous des actifs stratégiques qui vont permettre éventuellement de développer la filière. Nos centres de recherche, on a les CCTT, Coalia, Chemitech, 3R Minéral. Ce sont des centres de recherche avec beaucoup de savoir qui vont permettre aux entreprises de développer la filière à valorisation. L'Observatoire national de l'amiante, un autre actif stratégique. Ça va nous permettre de colliger l'ensemble des données probantes qui existent et qui vont permettre éventuellement de faciliter les projets en adaptant la réglementation. Je pourrais en parler longtemps, l'eau sur le territoire. On a les puits en noyer. Dernièrement, il y a eu une étude qui démontre que cette eau-là, dans les puits de mine, potable, de très grande qualité, en plus, c'est de l'eau qui est également... qui a été filtrée d'une certaine façon. Aussi, mais c'est pas juste l'eau de la pluie, c'est que les eaux souterraines. Donc, on a des quantités d'eau incroyables. Puis, un des problèmes dans le futur du monde, en général, ça va être l'accès à l'eau. Fait que d'avoir cet actif stratégique-là sur le terrain permet de pouvoir développer la filière. Comme je vous dis, on a un diagramme au complet, mais vous pouvez le retrouver, le diagramme, sur le site du Griot Vert, si jamais ça vous intéresse. OK. C'est quand même beaucoup d'atouts pour la région, finalement. Vraiment. Au niveau du Griot Vert, qui sont les contributeurs de cette initiative? Bien, les contributeurs financiers, la MRC des Appalaches, puis le ministère de l'Économie et de l'Innovation, les deux ensemble.
Le MEIE, moi, ce que je me plais à dire, c'est qu'on a un peu les yeux, le comité du Griot Vert, on est un peu les yeux puis les oreilles du MEIE sur le terrain. Donc, on appuie les entreprises puis les projets, puis on fait des comptes rendus au MEIE, finalement. OK. Donc, c'est les deux contributeurs principaux. Qui sont les membres du comité au fond et quel est son objectif? OK. Les membres... Ah, mais je pense que j'ai une liste parce que je ne veux pas oublier des gens. Ils sont quand même nombreux sur le comité. Oui, c'est ça. Puis se souvenir que ces personnes-là, ensemble, touchent l'ensemble des actifs stratégiques de la région. Donc, ce que ça nous permet de faire au comité du Griot Vert, c'est quand il y a des enjeux ou quand on veut développer, ou une entreprise qui viendrait nous voir puis aurait besoin de solutions, mais nous, rapidement, on a accès aux personnes qui sont sur le terrain dans ce volet-là. Okay. Donc, David Lemieux, président de chez KSM, une entreprise de fertilisants qui utilise des résidus miniers. Donc, ils créent une... L'ancienne mine Carey, je crois bien. Oui, exactement. Puis, ils ont utilisé un ancien bâtiment pour construire leur usine. Fait que c'est un exemple parfait d'économie circulaire. Quand on dit économie circulaire, réutilisation d'un sol, d'un territoire, donc l'ancienne mine, donc ils se sont installés sur ce territoire-là. Un ancien bâtiment, dans le temps, qu'ils construisaient solide. Donc, on a tout avantage à réutiliser ces bâtiments-là quand c'est possible. Puis, en plus, ils prennent le magnésium qui est dans les résidus miniers. Donc, c'est un exemple parfait d'économie circulaire. Réutilisation d'un territoire, réutilisation d'un bâtiment, puis utilisation d'un passif minier. Donc, M. David Lemieux, président de chez KSM, est sur le comité. Guy Bérard, président de chez Société Asbestos, Mazarin, Trois-Rivières Minéral. Donc, tout ce qui touche les terrains miniers, les haldes minières. Donc, on a quelqu'un sur le comité. Ils sont la propriété, beaucoup, de la Société Asbestos. Oui, je dirais en 60 environ. OK. Le maire de Coleraine, Gaston Nadeau, qui a beaucoup sur son territoire de mines, d'anciennes mines, puis de minéraux critiques stratégiques. Donc, c'est important qu'il soit sur le comité, pas seulement Thetford Mines. On a les deux, la ville de Thetford, puis la municipalité de Coleraine, qui ont beaucoup de minéraux critiques stratégiques sur leur territoire. Okay. Donc, on veut que les gens travaillent ensemble. Marc-Alexandre Bousseau, qui est maire de Thetford et préfet de la MRC, évidemment, pour un peu les mêmes raisons que M. Nadeau. Rick Lavergne, qui est DG de la MRC des Appalaches. Et de la SDE aussi. Et de la SDE, c'est vrai. Ouais, vous avez appris ça dernièrement. Oui, effectivement. Madame Lecourt, députée provinciale. Il y a un momentum présentement, puis une ouverture des gouvernements, que ce soit par des programmes dédiés à la filière revalorisation. Il y a vraiment un engouement autour de ces minéraux critiques stratégiques-là. Donc, c'est important qu'on aille le politique dans le comité pour vraiment bien passer l'information entre les acteurs. Luc Rémillard, directeur de l'urbanisme et développement économique de la ville de Thetford, même chose. Luc est une personne qui est visionnaire. C'est une des raisons pour laquelle le projet de la Mine Belle, réhabilitation d'un territoire, réhabilitation des anciens bâtiments, peut-être, nous, ce qu'on veut avec la réhabilitation de la Mine Belle, c'est de redonner le site aux citoyens. Bon, mais ça, sans Luc Rémillard, puis sans le travail d'Isabelle Lecourt pour avoir les fonds pour faire cette étude-là, ça n'aurait pas lieu. Josué Turgeon, président du groupe Profectus, quand je parlais un peu plus tôt de savoir puis de connaissances par le passif minier sur le terrain, bien, Josué Turgeon détient une expertise dans les travaux qui touchent les sols amiantés de la région. Donc, c'est une personne qui travaille, entre autres, sur le train présentement, par exemple. Okay. Chantal Gauvin, directrice du PEFCA, le pôle économique vert de Chaudière-Appalaches. Le pôle économique vert, c'est un regroupement d'entreprises qui font de la revalorisation des résidus miniers présentement. Donc, c'est ça que je viens d'oublier, là, mais Extera fait partie du pôle économique vert, Eco2 Magnésia, Sky Renew, Deep Sky, Olimag. Donc, c'est un regroupement d'entreprises. Donc beaucoup d'entreprises qui sont appelées à qui seraient intéressées à développer des projets de notre côté. Là. Exactement. Donc, nous, c'est important d'être près de la population, mais c'est important aussi d'être près des entreprises, des entrepreneurs, pour connaître les enjeux puis agir sur ces enjeux-là. Donc, Chantal fait partie du comité. Stéphane Vachon, vice-président de chez Chemin de fer Sartigan. Moi, comme je parlais un peu plus tôt, l'avenue du train dans la région est un actif stratégique majeur.
Donc, c'est un dossier qu'on suit de près. Puis d'avoir M. Vachon sur le comité, ça faisait plein de sens. Louis-César Pasquier, qui est professeur et chercheur à l'INRS. Donc, on a besoin d'avoir des scientifiques aussi qui nous appuient dans la démarche. Il y a beaucoup d'informations. Puis, on n'est pas tous des scientifiques. Donc, on a besoin des fois de valider des informations qui nous seraient données par des entreprises. Donc, d'avoir des scientifiques sur le comité prenait tout son sens. Un autre scientifique, M. Gervais aussi, qui est professeur et co-titulaire de la chaire de recherche de revalorisation des réseaux miniers à l'Université de Sherbrooke. C'est une chaire de recherche qui est financée par le MRNF, qui couvre à la fois Val-des-Sources, mais à la fois 50 Chaudière-Appalaches. Okay. Donc, même, pour les mêmes raisons, nous voulions que M. Soucy soit sur le comité. Puis, en terminant, M. Robert Rousseau, qui est directeur général du Cégep de Thetford, mais il est sur le comité, oui, pour le Cégep, mais également pour représenter les CCTT, donc Coalia, Kémitech, puis évidemment l'Observatoire national de l'amiante. Okay. Donc, ces personnes-là, ensemble, ont été soigneusement sélectionnées pour pouvoir agir sur l'ensemble de l'écosystème. Ça fait du monde d'impliquer beaucoup. Ça fait du monde. Que pourrait représenter, selon toi, pour la région, la valorisation des résidus miniers et quels seraient les avantages? Bien, les avantages, c'est sûr que le premier qui me vient en tête, c'est de développer une nouvelle économie. Moi, je ne suis pas de la région, mais j'entends parler de ce qui était, il y a 50 ans, Thetford Mines. C'était la place. C'était les mines. Exactement, mais je veux dire, une effervescence. J'entends tout le temps, il y avait plein d'hôtels à Disraeli. Oui. Non, mais les gens avaient des bons salaires, puis l'économie roulait bien. À peu près tout le monde travaillait dans les mines à cette époque-là. Fait que là, on aurait le meilleur des deux mondes. On a déjà une industrie qui s'est développée, qui est diversifiée. Mais si on est capable de développer cette économie-là, d'économie circulaire autour de la filière de valorisation, mais on est capable, ça représente 350 milliards sur 50 ans. Fait que les minéraux critiques stratégiques, là, conservateurs, si on les revalorise, c'est 350 milliards sur 50 ans. C'est le plus gros projet d'économie circulaire sur la planète. Il n'y en a pas d'autres. Donc, évidemment, ça va apporter une activité économique. Ça va apporter, les gens sont super fiers ici, mais ça va apporter une nouvelle fierté de valoriser un passif minier. Ça va participer à développer une expertise parce que dans l'économie circulaire, on parle de revalorisation des tonnes de mines, mais on veut aussi utiliser les territoires pour développer des énergies alternatives. Donc, il y aurait, on pense, que ce soit le solaire, que ce soit l'éolien, que ce soit des stations de réserve pompées pour faire de l'énergie par turbinage. Quand on parle de géothermie, on pense qu'en partenariat avec le Cégep, on pourrait former une main-d'œuvre puis une expertise pour la région. Puis on pourrait devenir la référence. Fait que c'est tout ça pour dire qu'il y a une économie que ça va apporter à la région, mais ça va apporter aussi une expertise puis une reconnaissance. Okay. Beaucoup d'objectifs, finalement, à long terme, là, à ce niveau-là. Et à moyen terme. Et à moyen terme aussi, effectivement. Une des premières actions a été d'identifier les actifs stratégiques, les acteurs clés. Ça a été accompli de quelle façon? Bien, comme je disais un peu plus tôt, c'est sûr qu'il y avait une base de mon travail sur le terrain qui avait déjà identifié certains actifs stratégiques, mais ça a beaucoup passé par les entrevues qu'on a faites. Donc, les acteurs du milieu ont été super généreux, là, au-dessus de 35 personnes, comme je mentionnais. Donc, à chaque personne, les entrevues étaient enregistrées. Puis, après ça, on analysait tout ce qui a été dit. Puis, on faisait des liens entre ce qui a été dit, puis on ressortait les actifs stratégiques. Tu sais, les plus communs qui sautent aux yeux, c'est à la base, comme je disais, peut-être le train, d'avoir accès à la matière première, les minéraux critiques stratégiques. Mais il y a des angles morts qui sont sortis comme le fait qu'on a des écoles anglaises et françaises sur le territoire, le fait que les maisons sont encore super abordables. Donc ça l'aide les entreprises à attirer de la main-d'œuvre. C'est des actifs stratégiques qui ne sont pas négligés, mais qui sont sortis pendant les entrevues. OK. Puis il y a divers projets, au fond, qui démontrent du potentiel présentement. Les principaux, ce serait quoi? Bien, c'est sûr que l'on entend beaucoup On a parlé de KSM. Oui, KSM, qui entre en opération cette année. Donc, il fait un fertilisant à haute valeur ajoutée, avec faible empreinte carbone. On a Deep Sky, qui font de la séquestration de CO2. On a Sky Renew,
qui fait de la captation et séquestration. Puis, quelque chose qui est intéressant, SkyRenew est finaliste. Il y a un concours, ça fait 2 ans qu'ils ont mis la fondation X-Prize. Ils sont à la recherche de la meilleure technologie de captation-séquestration sur la planète. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui se sont inscrites, au-dessus de 1000 inscrits. Là, ils ont ventilé dans le temps avec des ingénieurs. Il y avait beaucoup de... C'était lourd puis strict, rigoureux comme processus. Puis SkyRenew est finaliste pour le Grand Prix de 50 millions. Je crois qu'il était 20 qui Il en reste restait. 20, exactement. Donc, tu sais, ça, c'est une fierté pour la région. Donc, SkyRenew... Et c'est un prix, je crois, de 50 millions. oui. Ouais, exactement, pour le premier prix. Mais il va y avoir d'autres prix par la suite. Là. OK. Mais le Grand Prix, c'est 50 millions. Donc, je les avais rencontrés, au ouais? fond, eux, c'est quand même palpitant aussi. C'était pour mes premières connaissances, même avant que Deep Sky vienne en région. J'avais déjà rencontré les 2 fondateurs de SkyRenew qui m'expliquaient un peu c'était quoi, là, finalement, leur méthode et leur objectif. C'était très intéressant à ce niveau-là. Oui, c'est une belle fenêtre pour la région. Puis, il y en a d'autres. Il y a Eco 2 Magnesia qui est prometteur. On a Planetary Technology aussi qui est très prometteur. Il y a beaucoup de projets. OK. Ça rend les choses très intéressantes à ce niveau-là. Oui, au sujet de la décarbonation, c'est un sujet qui m'a intrigué, je pense, le plus, finalement. Pouvez-vous nous en parler? Bien, moi, je ne suis pas spécialiste là, mais dans les détails. Là, juste dresser un bref portrait, au fond. En gros, les technologies veulent utiliser, soit comme Deep Sky, eux n'utilisent pas les algues minières. Le matériel comme tel, le résidu, ils n'utilisent pas ça. Eux autres, c'est plus la géologie du sol qui les intéresse parce qu'ils vont injecter environ à 800 mètres sous le sol le CO2, puis la réaction naturelle qui va se faire avec la roche va séquestrer le CO2. Donc ça, c'est une façon de faire. Puis ils appellent ça, comment ils appellent ça? C'est de l'émission négative. Parce que c'est ça qui est important. Parce que présentement, juste en diminuant nos émissions de CO2, c'est pas suffisant. Il faut faire des émissions négatives. Donc, c'est de trouver des façons de séquestrer plus de CO2 qu'on en produit. Donc, en faisant ça, eux autres, Deep Sky propose une solution dans la région qui est vraiment intéressante. On a SkyRenew. Eux autres utilisent le minerai, le magnésium, là, dans les algues minières. Ils vont extraire le magnésium. Ils ont un procédé. Puis avec ça, ils vont séquestrer le CO2. Puis ils captent le CO2 avec des grands ventilateurs. Là. Donc, il y a ces 2 technologies-là qui font de la décarbonatation. Ça, je trouvais ça vraiment palpitant parce que c'est un des enjeux majeurs, je crois bien, de la planète. Est-ce que, à tout ça, est-ce qu'il y a d'autres acteurs ou projets qui sont susceptibles de s'ajouter? Bien, c'est certain. Là, les acteurs, je pourrais vite comme ça, là, je pense à la SADC, qui est en partenariat avec nous, de créer une plateforme d'économie circulaire. Donc, ce qu'on fait, on va faire le lancement incessamment. Puis, les entreprises vont pouvoir mettre leur extrant. Exemple, je ne sais pas moi, une personne qui ferait des tubulures là, pour le sirop d'érable. Bon, mais une fois qu'il a terminé de les utiliser, il pourrait mettre ça sur la plateforme, puis il y a quelqu'un qui peut en avoir besoin ou créer une nouvelle business avec ça. Donc, la SADC est un acteur important dans l'économie circulaire. Mais sinon, plus précisément, des projets, moi, la façon que je vois ça, là, je vous ai parlé des projets de captation, séquestration ou de revalorisation. Oui, ceux qui sont déjà là. Mais imaginons projet de la mine Belle. 5 km², c'est un vaste terrain. Ça va être il va y avoir de tout là-dessus, là. De l'industriel léger, du tourisme. Fait qu'on peut penser à toutes les entreprises qui pourraient être intéressées à s'implanter sur ce territoire-là. Des entreprises de tourisme. On veut redonner accès aux puits aux gens. Donc, il pourrait y avoir du tourisme qui s'implante là.
On parle beaucoup de faire une ville verte dans une ville, au sein de Thetford Mines. C'est ça. Puis on veut développer la géothermie, donc des entreprises de géothermie, de l'éolien, du solaire. Fait que tout ce type d'entreprise-là, d'expertise, serait appelé à venir s'établir sur le territoire. Fait que quand on dit économie circulaire, il ne faut pas seulement penser, là, cette temps-ci, on entend beaucoup parler de captation-séquestration de carbone, mais ça peut être toutes sortes d'entreprises qui vont être appelées à occuper un territoire, vu qu'on va réhabiliter un territoire, ce qui fait partie de l'économie circulaire. Comment comptez-vous vous y prendre pour maximiser les retombées économiques et environnementales de ce projet régional structurant? Mais moi, je dirais d'être à l'écoute, via le comité du Gris-Ouvert. Je pense que si on écoute les entreprises, on écoute c'est quoi les enjeux, on écoute le milieu, les citoyens, on partage l'information, on trouve les solutions ensemble, on développe une vision, puis on met des actions pour arriver à nos objectifs. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on va réussir. OK. Quel est le niveau d'enthousiasme des différents acteurs pour ces différents projets? Sérieusement, c'est impressionnant. Là, je me dis tout le temps, ça se peut quasiment pas. Là, on a beaucoup d'acceptabilité sociale, les gens sont impliqués. Je vais être vraiment franc, là, je suis tout le temps franc, mais ma crainte, c'est seulement qu'on ne livre pas. Parce que les gens, je ne veux pas qu'ils soient déçus. Présentement, il y a des enjeux, on va en parler un peu plus tard, l'enjeu de l'énergie, entre autres. Donc, on veut, ce qu'on parle à la population et aux entreprises, on veut qu'on soit capable de livrer. Donc, l'enthousiasme est à son comble, les gens sont présents dans les événements. Quand Deep Sky, dernièrement, a fait ses portes ouvertes, plein de monde. Puis là, on est tout le temps à l'écoute, on voit, puis on explique. Il y a une transparence. Moi, c'est super important pour moi. On dit les vraies choses. Donc, tantôt, on va sûrement en parler, là. Donc, l'enjeu de l'énergie est un frein à ça. Mais on travaille, ça va super bien, là, mais c'est la seule chose là, qui m'inquiéterait présentement. Oui, je peux comprendre. De quelle façon la revalorisation des résidus miniers pourra bénéficier à l'ensemble de la population? Bon, on a jasé un peu quand même tantôt, au fond, de tout ce que ça peut apporter au niveau économique, des diverses possibilités d'emploi aussi et de formation qu'il risque d'avoir à ce niveau-là. Y a-t-il autre chose vraiment qui se dégage? Bien, c'est développer la région. Là. Tout ce qui est bénéfique à développer une région, on va en bénéficier. Donc, que ça soit de retenir les jeunes dans la région, d'attirer des nouvelles personnes. Ça revient un peu, je ne vais pas me répéter, là, mais ce qu'on a dit, là, développer une nouvelle économie. Il y a juste du positif, à mon avis, qui peut sortir de ça. Effectivement. Principaux défis dans le cadre de cette revalorisation, c'est vraiment le côté énergétique. Ouais, il y en a deux, là, mais le principal, c'est l'énergie. Mais, c'est pas à long terme. Là. En 2028, là, de toute façon, les entreprises, présentement, ont besoin de temps. Là, je ne parle pas de KSM qui va ouvrir incessamment, là, mais toutes les entreprises qui ont besoin de plus de 5 mégawatts, comme les technologies de captation-séquestration, c'est quand même assez énergivore, là, entre 5 et 35 mégawatts. Ça va plus se passer, les mégawatts vont être disponibles aux alentours de 2028. Donc, on a du temps. Ça, on le dit aux gens, on est transparent, il n'y a pas personne. De toute façon, il faut qu'ils construisent les installations. Là, donc, présentement, il y a des projets pilotes, donc ça avance bien. On est en communication avec les instances. On a demandé un bloc d'énergie dédié à la région. Dernièrement, la ministre Fréchette était venue dans la région, puis elle était ouverte à prioriser. Elle a vu le potentiel. En fait, il y a plusieurs ministres qui sont venus dans la dernière année. Puis, je ne pense pas que ça va être un enjeu. C'est un enjeu à court terme, pas à moyen terme. L'autre enjeu, mais ça aussi qui est très adressé, puis il y avait un article dans Le Devoir vendredi dernier, le IMEIA est au fait. On a besoin d'un cadre réglementaire pour avoir accès à un crédit fédéral à l'investissement pour les technologies de captation-séquestration. Vite fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un crédit au fédéral qui rembourse 60 des investissements dans les infrastructures. Donc, c'est un crédit extrêmement généreux. Pour avoir accès à ça, là, il faut un cadre réglementaire. Okay. Le cadre réglementaire, l'IMEA est en train de le faire. Donc, on va finaliser ça, mais c'est un autre enjeu. Mais comme je vous dis, ces deux enjeux-là sont sérieux, mais sont adressés, connus, puis les gens travaillent dessus. Fait que j'ai bonne confiance. C'est pas insurmontable non, du absolument tout, pas.
Il y a le site web qui a été lancé aussi, du griouvert.com. L'objectif, c'était vraiment de faire connaître, j'imagine, à la population tout ce que vous projetez, finalement. C'est exactement ça. Moi, je trouve ça vraiment important. Le projet, là, c'est la population qui va le porter au bout de la ligne, puis on va avoir besoin d'eux à différentes étapes. Puis, évidemment, le site web va être un point de contact, puis pour que je fasse un suivi. Mais plus encore, là, je suis en train de réfléchir avec une entreprise locale, Moonlight. Je veux qu'on sorte dans la population en utilisant les médias sociaux pour peut-être aller prendre des questions. On brainstormait, on disait la question revalorisation. Okay. Je ne sais pas, une fois par semaine, les gens posent des questions, on les prend. Puis nous, on va voir les acteurs. Donc, on va voir un Guy Bérard de ce monde, on va voir un David Lemieux, les personnes les mieux placées pour répondre aux questions de la population. Donc, le but du site, le but des réseaux sociaux, ça va être ça. Le lien entre la population, on veut les informer, on veut que les gens se connaissent Soit bien. Au courant de ce qui se passe, finalement. Transparence, c'est ça qu'on veut. Totalement. C'est véritablement, je crois, ce qui se passe, une initiative majeure d'économie circulaire pour la région. Quelle est, selon vous, son importance? On s'est déjà parlé, c'est d'envergure mondiale. Moi, il y en a qui me trouvent intense quand je dis ça, mais je pense sincèrement là, que c'est le plus grand projet d'économie circulaire de l'histoire. Il n'y en a pas d'autre. Que ce soit l'économie circulaire du territoire, de la matière, des bâtiments, de réutiliser les puits en noyer, l'eau pour faire de l'énergie. C'est unique. Là. Donc, c'est le plus grand projet d'économie circulaire de l'histoire. Oui, puis regarde, au fond, écoute, depuis que les mines ont fermé, il ne se passe rien avec ça. Il y a eu la revégétalisation des haldes, mais ça n'a pas dépassé ça, là, vraiment. Donc, pouvoir s'en servir à nouveau, ça va être wow. Là. Exactement. Vraiment. Si je comprends bien, tout ça va mener à la conception d'un plan d'action, soit le plan stratégique RMA, Horizon 2040. Quel sera l'objectif de ce plan-là? Bien, l'objectif, c'est de savoir ce que la population veut faire avec ça. Okay. Puis, ça va être de développer une vision, puis de développer des objectifs, puis une stratégie pour les atteindre. Donc, en gros, c'est le but du plan stratégique. Et ça, je crois, ça sera déposé à l'automne. À l'automne, exactement. Puis, on travaille avec une firme conseil, CoBoom, qui est spécialisée. Elle a fait au-dessus de 200 plans stratégiques, beaucoup de prix, firme très sérieuse. Puis, elle nous accompagne dans ce travail-là. Pouvez-vous nous parler de la formation Homo economicus et de ses objectifs? Ça a eu lieu tout récemment, au fond. J'ai quand même assisté à une certaine portion aussi. Bien, en fait, l'objectif, c'était de un peu présenter, on commence large, là. On présentait les prospectives pour la planète, pour le Québec, puis pour la région. Donc, c'était en gros de présenter aux acteurs qui étaient là économiques, socio-économiques, puis communautaires, vers c'est quoi les grandes tendances, que ce soit les besoins en énergie, que ce soit la population, les technologies du futur. Puis le but de l'Homo economicus, c'était d'identifier ça. Ensuite de ça, c'était faire le parallèle avec ce qu'on a sur le territoire. Est-ce que le dossier revalorisation puis la filière revalorisation, on est dans la bonne place? Ou avec ce qui se dessine pour la planète, on est dans le champ? C'était ça. Puis on est content de voir, les gens s'en sont rendus compte par eux-mêmes, qu'on est vraiment dans l'économie du futur. On a des actifs stratégiques qui vont nous placer dans des positions vraiment favorables par rapport au reste de la planète. Là. C'est ce que j'ai pu constater moi aussi en assistant à la formation, ce qui m'a réjoui également, je vous dirais. À la suite de cet événement, que peut-on envisager en ce qui concerne les perspectives économiques pour la MRC des Appalaches? Bien, le fait ce qui est ressorti, là, j'y vais de mémoire, là, mais le fait qu'on ait accès à une quantité d'eau énorme, ça, c'est une des choses qui nous place stratégiquement à la bonne place. Les minéraux critiques stratégiques, entre autres, le fait qu'on a accès à ça sans avoir à creuser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il parlait de la difficulté à avoir du carburant à bon prix. Mais le fait que nos minerais sont déjà sortis de terre,
puis demandent juste à être cueillis et revalorisés. Ouais, ça va Ils sont déjà extraits. Exactement. Donc, ça va nous placer dans une position extrêmement favorable. Le fait qu'on a l'expertise sur le terrain déjà, même chose. Donc, je dirais ça. Donc, on peut envisager des bonnes perspectives pour la MRC des Appalaches. Absolument. De quelle façon peut-on aider les entreprises de la région à se préparer à ce futur-là? Bien, en les informant, en étant transparent avec eux, en les accompagnant. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir différentes activités dans le temps, là. Puis, on va rentrer, puis on va les considérer dans les objectifs puis les méthodes pour atteindre nos buts. Puis, les consulter puis les accompagner fait partie de ça. Donc, je reviens à ça, la communication dans l'écosystème entre les actifs, puis les entreprises font partie de ces actifs stratégiques-là. Donc, on va les informer puis les accompagner. Outre Homo economicus, il va y avoir 3 autres activités qui seront tenues en lien avec le projet. Pouvez-vous nous en dire plus ou c'est prématuré? Bien non, c'est pas prématuré, c'est juste que le contenu, tu sais, l'agence Kobo dont je parlais, il aime faire la surprise. Fait qu'on sait vers quoi qu'on s'en va, mais le contenu comme tel, ils sont avares. Non, juste à Homo economicus, ils nous ont réservé maintes surprises. Ouais, c'est ça. Mais là, en gros, là, le prochain événement, sous toute réserve, là, ça va être le 17 avril. Là, on va bientôt lancer les invitations. Ils appellent ça un OST, un Open Space Technology. Donc là, on va vraiment sonder la population. Il va y avoir des ateliers dans différentes salles, puis les gens vont être appelés à donner leur opinion, leurs idées. Donc ça, c'est à court terme le prochain événement. Ouais. Suite à ça, aux alentours de mai, il va y avoir 2 ateliers de demi-journée là, qui appellent ça fondement stratégique. Ça, on va développer puis réfléchir à nos objectifs puis à nos orientations, comment les atteindre. Donc, ensemble, encore une fois, la population, les acteurs économiques, nous, on ne veut pas arriver, la SDE, la MRC, avec un plan puis qu'on dise « Ah, nous, on a raison, c'est ça. » C'est pour ça qu'on va le faire ensemble parce qu'on veut que les gens participent. C'est avec eux qu'on va être capable de le faire. Puis finalement, vers juillet, il va y avoir un atelier de projets stratégiques. Donc, on va identifier ensemble les projets, entre autres ceux qu'on a parlé, qui méritent, j'aime pas ça, qui cadrent plus dans nos objectifs. Puis, on va accompagner ces projets-là pour les mener à terme. C'est vraiment, tout le monde va être appelé à donner son opinion finalement là-dessus. On parlait justement du cabinet conseil Kobo qui a collaboré avec la SDE au fond pour la formation Homo economicus. Il a été aussi associé à la SDE pour du gré ouvert. Pouvez-vous nous parler de l'importance de cette collaboration? Mais déjà, je vois que tout le mouvement est collaboratif. Oui, vraiment. Puis, tu sais, chaque personne a sa spécialité. Moi, je n'ai pas la prétention de savoir comment faire à moi tout seul un plan stratégique. Ma force, c'est que je connais bien les acteurs, je connais bien le milieu. J'ai une facilité à faire les liens entre les personnes puis à communiquer l'information. Mais j'avais besoin de quelqu'un pour m'accompagner, que ce soit pour créer un questionnaire semi-directif pour faire les entrevues. Moi, je n'ai jamais fait ça. Donc, j'aime aller vers les bonnes personnes, les personnes qui sont qualifiées selon nos besoins. Même chose, je fais un parallèle avec ce que je disais un peu plus tôt, quand on va être appelé à sonder la population via nos médias sociaux, bien, moi, je vais aller vers la bonne personne pour leur donner la bonne information. Même raison pourquoi que dans le comité, on a des scientifiques. Je veux que quand on a des informations, on puisse la valider. C'est important, la transparence. OK. Mais je vois ça. Je vois vraiment que ça va être un mouvement collaboratif incroyable pour la région. Je pense que oui. Et on va voir l'avancement des projets à ce niveau-là et on va suivre de tout de près. Merci beaucoup. Merci, M. Beauregard, de votre participation à l'émission. Ça fait très agréable de vous rencontrer. Merci pour votre temps. Merci.